Bonjour et bonsoir à tous et bienvenue dans la 7ème illusion. Aujourd'hui, je suis Joe et avec mon ami Jules Melon, nous allons parler du film Wolfman de Lee Whannell. Coucou tout le monde, j'espère que ça va. Et j'espère que tu vas bien aussi, parce qu'on parle d'un Bien, film qui nous a peut-être divisés. peut-être. Mais d'abord, petit synopsis. Quand son père disparaît, Blake hérite de la vieille ferme familiale en Oregon. Alors que son couple bat de l'aile, Blake convainc sa femme Charlotte de changer d'air et d'aller vivre dans la maison avec leur fille Ginger. Lorsque Blake, Charlotte et leur fille arrivent dans la ferme, ils sont attaqués en pleine nuit par un animal invisible. Ils parviennent à se barricader dans la maison, mais au fil de la nuit, Blake commence à se métamorphoser. Mhm. Vous l'aurez compris, nous sommes ici sur une relecture du Loup-garou. Et je vais te poser cette question, Jus. Avant de voir ce film, quel était ton rapport avec Lee Whannell? Un rapport plutôt correct, dans le sens où j'avais découvert avec Upgrade. C'est un film un peu, on va dire plus underground, hein, mais qui avait de belles promesses, qui avait un bon dynamisme aussi. Je n'ai pas vu, alors, je sais plus si j'ai vu, je crois que je l'ai vu Insidious 3, mais bon, je vais pas le compter parce que je ne savais pas que c'était Lee Whannell, etc. Il faudra que je le revoie. Et Invisible Man, qui m'avait pas mal marqué par une forme de radicalité aussi dans son propos, même si je sais que toi, tu as des choses à redire dessus. Et aussi, bon, bah, évidemment, dans la finalité d'Invisible Man, on voyait le message. Donc, on pouvait espérer quand même une relecture passionnante et quelque part moderne, voire postmoderne, on y reviendra, d'un loup-garou qui mérite d'être dépoussiéré au cinéma. Parce que bon, on en a eu des très bons films de loup-garou. Évidemment, Hurlement de Joe Dante, le loup-garou de Londres, le premier loup-garou, enfin, pas le premier, mais le Universal Monsters de 1941 qui est fort sympathique. Je n'ai pas vu Wolf ou The Wolfman aussi. Enfin bon, il y a eu plein, hein, il y en a eu plein. Il y a eu des moins bons films de loup-garou aussi, probablement. Donc c'était intéressant de voir comment il allait ancrer dans une forme de modernité, et sûrement avec un message politique, parce que Lee Whannell, regardez Invisible Man, c'est très politique, comment il allait intégrer ce mythe à l'écran et comment il allait le dépoussiérer. Mais a-t-il réussi à le dépoussiérer? Ça, nous y reviendrons. Et toi, du coup, par rapport à Lee Whannell, qu'est-ce que... Je sais que sur Invisible Man, toi, tu étais un peu plus Ah, mitigé. mais moi, Invisible Man, si tu veux, c'était dans mon flop 5 de son Aïe. année. C'est un film que je trouvais féministe, certes, mais complètement catastrophé. Rien n'avait de sens. Son actrice principale était particulièrement insupportable. Et surtout, il n'arrivait pas à mettre en place son mythe de l'homme invisible pour moi. Et on arrive sur un film de loup-garou, prétendu avec Ryan Gosling jusqu'à sa bande-annonce. Ouais, et non, du coup. Parce qu'il a Et fait non, Ken à la finalement. place. Et j'étais pas forcément rassuré parce que la bande-annonce est assez ratée. Ouais, ça, il faut se méfier, hein. Les bandes annonces sont souvent ratées en ce moment, hein. Faut dire. Mais assez convaincu par ce film, oui, moderne, post-moderne. On arrive pour moi dans un cinéma post de Substance, ou alors on pousse les potards à fond, où on va référencer des tonnes de films d'horreur et des films de patrimoine pour leur faire dire autre chose et les accompagner dans un message sur l'actualité politique. On pense à du Saw, on va penser à du Shining, on va penser pas forcément à du Loup-garou de Londres, mais on va penser à d'autres films de bêtes comme La Mouche. Oui, bien sûr. Et Jurassic Park. Et Jurassic Park évidemment, parce que Lee Whannell, depuis Upgrade, il veut faire comme Ouais. Papa Spielberg. Et un peu Shining, oui, c'est vrai, tu l'as dit. Le côté clinique qu'on sentait un peu dans Invisible Man, Ouais. hein, entre Clinique et autres. le côté, à partir du moment où tu fais des travelling dans des couloirs, oui, tu fais Shining. Oui, entre autres. C'est vrai. Mais voilà, d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu as souvent parlé du postmodernisme au cinéma, Oui. sur la cinéma illusion. Par exemple, tu l'as fustigé sur The Fall Guy. Donc, c'est intéressant de voir l'utilisation postmoderne qu'on fait. De toute façon, le cinéma, par définition, est toujours en train Oui. de faire par boucle. Il avance par boucle. Donc, il y a toujours une forme de postmodernisme dans des références, puisque Mais ça chaque l'a jeune toujours été. auteur, comme ici Lee Whannell, enfin, qui est encore assez jeune, hein, en termes cinématographiques, va forcément s'inspirer et recracher, malgré lui, parfois, ces références. Là, c'est plus que malgré lui. Et je vais citer un film qui sortira en février, mais comme le dirait de Brutalist que j'ai pu voir, Ah oui. bah, notre contemporain n'existe théoriquement pas parce qu'on ne fait que bâtir ce qui sera demain. Bah oui, puis c'est ça, c'est le passé imprègne le présent qui d'avance annonce le futur, Bah oui. de toute façon. Et dans Upgrade aussi, il y avait ça, parce que c'est un cinéma qui référençait pas mal de trucs, mais qui allait vers le futur, par Et par définition. définition, le cinéma de mutation, qu'est-ce que c'est? C'est de prendre quelque chose qui t'est arrivé hier pour te Mm. transformer demain. Et Invisible Man aussi, hein, ça reprenait avec la nouvelle technologie d'invisibilité potentielle, l'optique et tout, ça prenait
ça prenait quelque chose d'une base ancestrale, le mythe de la disparition, de l'invisibilité, pour parler du présent, donc les violences conjugales masculines envers les femmes, et pour ancrer vers l'avenir la possibilité peut-être, avec les nouvelles technologies, on va dire, de travestir la réalité d'une certaine manière. Là, on est plus. Là, par contre, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais il est moins dans la nouvelle technologie, il n'y est carrément pas d'ailleurs. Il revient à une source primale du cinéma. C'est peut-être pour ça aussi qu'il va très à fond encore plus dans les influences. Parce que c'est vrai que alors, moi, le film, j'ai un peu. Je ne sais pas trop quoi en penser encore. Parce qu'au début, j'étais à moitié embêté. Je voyais tellement les ficelles Jurassic Park que ça m'embêtait. J'adore Jurassic Park. Ça, les gens le savent, je pense. Mais vraiment, c'est très appuyé jusqu'à l'image dans le rétro, jusqu'à la voiture qui tombe dans un arbre. Ça ne peut pas être un hasard à ce niveau-là. C'est même Non, c'est probablement pas un hasard, volontaire. je suis d'accord avec toi. Mais Mais du coup, j'étais après, là en mode, oh là là, le film, il va nous faire ça tout le long, et ça va basculer sur. Et après, il y a Shining un peu, et là, j'étais en train de me dire, oui, le gars, il est auteur, il perd la boule, la parano, la famille autour subit un peu cela dans un huis clos ailleurs. Et j'étais un peu embêté. Mais finalement, il y a quand même quelque chose qui s'écrit sur le fond, et dès l'introduction. Mais on y reviendra après sur l'introduction. mais il y Qui, a. pour moi, aurait dû Je être intégré de façon. Je pense que cette intro aurait dû être intégrée, qui se passe dans le passé, hein, aurait dû être intégrée en filigrane dans le film plutôt qu'être balancée directement. Je suis assez d'accord avec toi parce que pour moi, les 10 premiers du film sont catastrophiques. Ah oui, bah, c'est trop frontal, quoi. On nous C'est frontal, un peu trop net dans sa photo. Et malheureusement, on y apprend que le personnage de Blake n'est pas forcément si blanc que ça. Parce que faire un film sur quelqu'un qui vit mal, que sa femme ait un job à côté et vive, j'appelle ça un mascu, et donc j'ai pas forcément envie de l'aimer, ce personnage. Mais c'est peut-être Et pour ça, d'ailleurs. C'est c'est peut-être pour là ça que où, Lionel, il a imposé une intro directe comme ça pour oui, nous mettre entre deux eaux sur ce personnage. Parce qu'on le voit, c'est l'héritage du père. Pour faire simple, sur cette intro, on montre qu'il a eu un père ultra toxique, ultra protecteur, ultra américain, quoi. C'est l'américain survivaliste qui parano et qui a peur de tout. Bon, là, il y a une peur un peu justifiée parce qu'apparemment, il y a une bête. Mais on le voit dans l'intro écrite aussi. Alors là, les intros écrites, c'est un peu paresseux, hein. Mais on voit que cette bête-là, c'est une sorte de virus de contamination que l'Amérique, qui s'est construite par le mal, donc en remplaçant certains peuples qui étaient là, qui n'ont rien demandé, en fait, c'est inoculer ce virus, ce mal, quoi. oui. Tout est trop frontal. Voilà, il y a cet écrit, cette intro. Donc tu sais qu'il va hériter, Blake, non seulement du mal du père, mais de ce mal américain qui voit peut-être d'un mauvais œil que sa femme travaille trop, par exemple. Voilà, c'est juste ça, quoi. Oui, Et à un c'est moment, on le exactement voit ça. d'ailleurs, parce qu'il veut protéger sa fille, il y a une sorte de clochard qui s'approche d'elle et il a peur, hein. C'est le bourgeois qui a un réflexe. Oh là là, le pauvre qui s'approche, là, il pourrait faire du mal, quoi. Et c'est également un mal avec un circonflexe. Oui, bien sûr, mais le mal est le mal, hein. Voilà. Mais parce que le film ne fait que souffrir sur un point. Ici, il n'y a pas forcément de grands loups-garous comme vous pourriez voir dans votre jeu de société, dans Franck Dubosc, etc. Mais Aïe. c'est. Oui, rappelons qu'il y a eu Loup-garou avec Franck Dubosc l'année dernière, qui est l'un des pires films de 2024, bien sûr. Pas voulu le voir et pas vu. Faut pas, faut pas. Non, mais oui, vas-y, continue. Et ici, on est sur la souffrance du mal américain, de cet homme qui veut protéger sa famille et qui veut croire en les codes déterministes, Mais il construit d'assumer tragique. une position masculine de protection et qui, face à l'échec face auquel il est confronté, va muter. Et va s'en prendre à la nature et va s'en prendre à son système. Mais c'est peut-être la vraie force du film, c'est que, en fait, Lee Whannell, c'est pour ça qu'il fait ses choix un peu, peut-être discutables au début, c'est qu'il veut construire une tragédie. Donc, il veut nous montrer un personnage qui est blessé et ou toxique d'emblée, parce que voilà, avec le père que tu as eu, en plus la mère est pas là, enfin, voilà, tu sais très bien que ça peut pas être bien. D'ailleurs, il s'en sort plutôt bien, on va dire, entre guillemets, vu ce qu'on voit au début, parce qu'à un moment, il s'est émancipé du père, mais en fait, il s'est émancipé de rien du tout. Il garde en lui le mal. Et donc, construction tragique où on voit que c'est un personnage. Donc, tu parles de déterminisme, il a son destin tout tracé. On sait, le film ne fait aucune surprise. On sait ce qui va arriver. On nous annonce un film de loup-garou. Bon, d'ailleurs, on sait tout.
Tous les retournements et tous les aboutissements du film sont logiques, en fait. Ce qui a intéressé Lee Whannell ici, c'est une construction de tragédie dans l'ambiance, et il fonctionne bien là-dessus, sur certaines mises en scène de points de vue, où il fait basculer les points de vue, où on voit à travers les yeux de la bête, à un moment. C'est très étrange comme choix. Mais ça, je peux comprendre que ça ait laissé beaucoup de gens hacker, parce que de nos jours encore, beaucoup de gens aiment aussi voir un film pour un scénario qui peut surprendre, tu vois, pour des scènes chocs. Le film, il bascule cela, je pense. Et en fait, il fait une forme de mutation de ce qu'est un film sur la mutation aussi. Peut-être. Il essaye de faire autre chose que ce qui a été fait, avec pourtant les balises déjà tracées. Et est-ce qu'il y réussit, Lee Whannell? Je ne sais pas encore. Enfin, il y a des moments où il y réussit, il y a des moments où on sent que c'est un peu entre deux eaux, ou qu'il aurait dû aller plus loin dans l'abstraction, en fait, dans l'expérimentation. Il y a certains moments où on sent qu'il aurait pu pousser le truc. Je ne sais pas ce que tu en penses là-dessus. Mais je pense que avant un film comme celui de Coralie Farja, on ne pouvait pas pousser les potins aussi loin, et que depuis sa sortie, on va en avoir des films qui poussent les potards à mort. Mais rien que dit les scènes que je vois par rapport au loup, si tu les trouves belles, il y a un problème. C'est un film où tu vois à travers le mal américain. Ouais. Et pour moi, c'est pour ça que ces scènes sont bleues. Bleu, automatique, ouais. On est dans une absence de couleur. Ouais. On tente via... T'as des sortes de lumière quand même. Oui, mais via les sortes de fumée, on nous fait miroiter une âme, mais en fait, pour moi, il y voit que dalle. Pour moi, on voit à travers un monde qui est déjà mort. Et d'ailleurs, voilà, parce que ça me permet de faire un petit hommage indirect au passage, mais on n'est pas loin d'une forme de Black Lodge. Voilà, pensée pour David Lynch, évidemment, qui vient de nous quitter, et ça laisse un grand vide. Vraiment rendre hommage à David Lynch sur un Blumhouse. Je crois qu'il aurait adoré. On fait ce qu'on peut, hein. Mais justement, tiens, parlons-en. Blumhouse, donc Jason Blum qui produit, je me demande si c'est un peu pas à cause de ça aussi qu'il peut pas aller trop loin, Lee Whannell. Mais clairement, c'est des codes. Ouais. Et étonnamment, il n'a pas les codes d'un Blumhouse, celui-là. Bah, il est entre deux. C'est-à-dire que tu le sens, mais en fait, il va en faire autre chose, mais il peut pas aller au bout d'une idée. Je pense que ça l'a trituré. Il va avoir des regrets, Lee Whannell. Il va avoir des regrets parce que après Invisible Man, qui avait surpris les gens sur pas mal de points, même si là aussi le scénario était facile, très très lisible, voilà, mais quand même là les gens sont déçus d'ailleurs, hein, la plupart des gens qui attendaient quelque chose, et surtout post de Substance par exemple, entre autres. Lee Whannell, s'il avait vu de Substance, s'il avait fait le film 1 ou 2 ans après, je pense qu'il aurait pu imposer quelque chose de plus fort, et je pense qu'il va regarder ce film avec beaucoup de regrets d'ici quelques mois, d'ici quelques années, Lee Whannell, mais vraiment. Et c'est comme ça, hein, il arrive au mauvais moment, le film, en fait. Mais il n'est pas dénué d'intérêt. Il n'est pas dénué d'intérêt sur le fait qu'on ait une nouvelle fois un réalisateur étranger, bon, ici australien, qui fait un film aux États-Unis, bon, c'est pas son premier, hein, et qui questionne l'Amérique. Et ça, il y en a beaucoup. Voilà. Et comme je le disais en off, et je le dis souvent en off et tout, beaucoup de réalisateurs, réalisatrices le font. Récemment, Rose Glass avec Love Lies Bleeding, hein, par exemple. Et que très peu de réalisateurs américains osent le faire. À part David Lynch, qui lui a beaucoup osé. Et c'est intéressant, ça. Mais Coralie Farja, par exemple, a parlé aussi indirectement de l'Amérique à travers de Substance. Une Amérique hollywoodienne capitaliste, quoi. Parce qu'aujourd'hui, c'est du spectacle, c'est Hollywood. Ouais. C'est Hollywood qui a réussi à coloniser quasiment comme les Américains. Bien sûr. Un territoire qui est ici la zone du spectacle. Mais Rose Glass, ça peut le faire parce qu'il y avait A24 derrière, et que A24 laisse assez libre ses auteurs. Là, c'est Universal, hein, qui chapeaute aussi. Hein. Là, c'est Blumhouse et c'est distribué par Universal. Ouais. Et c'est compliqué. C'est pour ça. Invisible Man, ils ont laissé Enfin, il y a une forme de liberté quand même. Mais ça, comme ça, centré que sur le mal toxique, vraiment, ça passe. Oui, Invisible Man, t'as rien à montrer. Oui, c'est pas parce que ça montre pas que ça dit pas beaucoup. Hein, oui, mais quand tu produis un film, tu produis par rapport à ce qu'il y a à l'image. Le texte, c'est parfait s'il est là. Mais on va pas produire un texte. Après, c'est vrai que c'est le trope du film. C'est un film, c'était difficile, justement. Il a joué sur l'invisibilité pour peut-être... Oui, comme les films d'antan, on mise sur des trucages. Quand Stitch repose sur un mec qui n'est pas là, mais il est tellement là sans être là. Il est tellement là sans être là. On voit la souffrance du personnage féminin, même si je sais que tu n'as pas aimé l'actrice et tout. Mais quand même, on voit qu'elle est perdue. Et voilà.
Après, il y a des trucs qui sont peut-être un peu too much. Bon, la fin en soi, au moins, elle est radicale. Elle a le mérite de l'être ainsi. Mais bon, là aussi d'ailleurs, bon, sans spoiler Invisible Man si vous l'avez pas vu, mais il y a une forme aussi de destin qui ne peut que mal se terminer. Lee Whannell, il aime bien que ça se termine mal pour ses personnages Mais Lee principaux. Whannell avec Wolfman, il fait une fin à la John Ford. Ouais, bah avec cette ouverture vers les espaces, mais John Ford n'aurait pas fait ça comme ça. Il aurait certainement pas fait ça avec les personnages féminins non plus. Mais je, c'est C'est une sûr fin. qu'il aurait tué la femme, lui. Mais Il, bon. il questionne l'Amérique. Donc John Ford lui-même a fini. D'ailleurs, John Ford, dans sa mutation de cinéaste, où il est passé de très conservateur à, au final, finalement, à comprendre enfin les Premières Nations natives américaines, pour son dernier, au moins son dernier film en tout cas, c'est intéressant parce qu'il a réussi à muter aussi John Ford avec le temps. Et là, bon, il y a ce discours-là, mais après, on pensait aussi en privé aux affamés, hein, Antlers de Scott Cooper, cette idée de voir comment les Américains lambda, souvent épris de ou capitalisme ou de toxicité moderne, quelle qu'elle soit, comment ils s'adaptent ou pas dans un milieu qui ne devrait pas être le leur, un milieu très naturel, forestier, qui ne leur appartient pas, sur le papier. Mais bon, l'Amérique s'est approprié tout le territoire. Et cet endroit, on voit que c'est encore un territoire où, finalement, l'Américain lambda ne peut pas être. Donc, il doit survivre. Et pour survivre, il en fait des erreurs. Et du coup, les erreurs, il les paye. Je pense que, voilà, ici, c'est le fils qui récupère les erreurs du père, quoi. Et le père, c'est l'Amérique, ici, aussi. Mais Donc, évidemment, une autre chose, c'est l'Amérique qui veut revenir sur ses terres, sur ses, entre guillemets, terres, et qui ouais. n'est pas bienvenue. Mais c'est pour ça que cette intro, elle sert à rien. Enfin, pas l'intro avec le père et le fils, elle est trop longue en soi. Puis en plus, tu vois, bon, il y a des petites gimmicks de réal qui m'énervent. C'est voilà, un gros plan sur le tatouage du père pour montrer que bon, c'est probablement un survivaliste très très libertarien, tout ce que tu veux, quoi. Enfin, voilà, ça aurait voté Trump sans problème, quoi, hein, je l'imagine. Et tu vois, on insiste dessus, on sait que c'est un fusil de Chekhov qui va revenir. Bon, puis c'était pas la peine parce qu'on savait très bien, on dira dans la zone spoiler après, tout se sait, et c'est trop long. Et puis le petit texte qui nous dit, et puis oui, alors l'ancienne peuplade qui était sur place appelait ça la gueule du loup, le virus, le machin. Et c'était pas la peine de décrire ça. Et pas besoin. En plus, on pouvait comprendre facilement aussi. Où il aurait fallu le faire passer autrement par la mise en scène plutôt que ce texte au début. T'as l'impression que ça a été rajouté après coup au montage en mode bon, les gens vont pas comprendre, donc on va écrire ça. C'est dommage. Parce que ça réduit un peu le propos qui a quand même un côté politique intéressant et qui est réel sur ce que l'Amérique a fait subir aux terres et au peuple qu'elle a colonisé, quoi. Oui, c'est tellement une appropriation américaine que le film se refuse à la station américaine. Ouais, c'est pour ça qu'il y Pour a ce moi, on est décalage. plus. C'est dur à dire, mais même si ça se passe en Amérique et que tu cites Spielberg, que tu vas citer Shining, etc., on reste quasiment dans un film d'exploitation pour moi. Ouais, putain, t'as aussi le côté pratique, body horror, il y a peu d'effets spéciaux, à part les points de Oui, vue. et qu'on doit au Canadien Cronenberg. Ouais, mais ce que tu dis aussi sur l'Amérique, c'est intéressant parce que c'est aussi une famille qui vit vraiment en mode bourgeoisie absolue, San Francisco, la femme working girl. Alors, j'ai un petit peu, là pour le film est moins féministe que Invisible Man, hein, mais clairement, dans le sens où, à un moment, elle se fustige de pas être une bonne mère. Bon, j'ai pas trop, rien ne l'empêchait d'en faire un personnage qui soit à la fois une bonne mère et une travailleuse. Lui, il est père au foyer, donc son seul but, c'est de protéger sa fille, comme son père l'a protégée ou pas. Hein, Oui, il mais du essaie coup, oui, parce que lui, il tombe dans les mêmes travers que son père. Mais elle, qui se fustige de ne pas être une bonne mère, pour moi, c'est lié à un sentiment de compétition capitaliste. Elle veut aussi avoir sa part dans elle, est, l'héritage de sa fille. elle est contaminée aussi, alors, en fait, la Bah, mère. pour moi, tout le monde est contaminé. Pour moi, Sauf les l'Amérique est filles. contaminée en elle-même et par essence, l'Amérique est contaminée. Sauf la fille, la petite, qui est l'espoir et qui, d'ailleurs, quelque part, des fois, elle a le shining, elle peut Mais ressentir les parce que choses. la fille n'est pas contaminée, parce que la fille, elle a 8 ans. Ouais, mais c'est pour ça que cette idée, bon, à partir en Et donc, elle vacances ou connaît pas pas, l'Amérique. Donc, elle part en Oregon parce qu'elle voit pas que c'est la terre de gens qui ont été pillés. Elle ne voit pas que l'Amérique n'est qu'un tissu colonisateur. Elle ah non, voit quoi? elle le Eh sait ben, pas elle voit que encore. c'est papa et maman.
La fille, on l'a pas encore politisée. Oui, mais tu vois, ouais, oui, forcément. Puis bon, au pire, elle recracherait ce que ses parents lui disent, quoi. Oui. Mais c'est vrai qu'elle va découvrir par elle-même, par sensation, des choses sur place. C'est elle l'espoir, quoi. Et je sais pas ce que tu as pensé avant la zone spoiler, le fait que le film prenne son temps pour nous montrer là où les bêtes, parce que en fait, Wolfman, bon, il y a déjà une menace extérieure et on sait qu'il va y avoir la menace intérieure. C'est d'ailleurs très américain, ça, avoir peur de la menace extérieure, mais en fait, la menace, elle est à l'intérieur déjà. Mais tu viens de définir le cinéma. Oui. On se concentre toujours sur le menace qui est extérieur, mais non, la menace, elle vient de nous. Elle vient du spectateur peut-être aussi, mais du personnage Parce que si le principal. spectateur n'était pas dans la salle, il n'y aurait pas de mal. Oui, bon après c'est oui c'est Je pense, mais j'ai une pensée assez carpenterienne de la chose. oui, S'il je y a pense personne dans la salle, c'est qu'on n'a aucun mal à exprimer. Mais si les gens vont en salle, c'est qu'ils ont un mal en eux. ouais, après on peut essayer de décortiquer ce mal en nous-mêmes à travers justement ce que l'on regarde. Mais c'est ce que Carpenter voulait faire aussi avec son cinéma, hein. Tu prends un film comme Assaut ou They Live et tout. Et il y a d'ailleurs le côté un peu huis clos carpenterien par moment aussi. Tu vois, tu sens que même si c'est plus sombre que du Carpenter, il y a des petits trucs. Voilà. De toute façon, on en revient toujours au berceau de l'Amérique du cinéma, hein, parce que Carpenter c'est Hawks. Qui dit Hawks dit pas loin, même si c'était son rival John Ford, comme tu le disais tout à l'heure. Donc, et puis Spielberg derrière, évidemment, John Ford et Spielberg, on a vu de Fablemans. Hein. Donc, Et on retourne à Lynch. et voilà, on retourne à Lynch. De toute façon, tout est lié, puis on n'a pas fini d'y penser à David, hein, forcément, hein, ces prochains jours. Mais je te propose qu'on aille dans un zone spoiler quand même, parce que on tourne autour, mais spoiler sans être un spoiler, tout est lié, tout se sait dès le début, donc le père et le fils. Tu sais très bien que la bête à l'extérieur, c'est le père. Tu le sais. C'est pas besoin. C'est pour ça que le coup du tatouage, on nous montre et tout. Et à un moment, il y a le père et le fils en mode deux loups qui se battent, où on a ce plan sur le tatouage. On n'avait pas besoin de le montrer. On aurait pu laisser un non-dit, on aurait interprété que c'était le père. Hein. C'est Mais pour ça que on montre trop. Le film montre on trop et montre pourtant, trop paradoxalement, il montre pas grand-chose dans la première partie, puisque on a cette menace extérieure. On a l'impression que c'est les dinosaures de Jurassic Park. Hein, mais j'ai envie de te dire que bon, c'est les Américains. Mais peut-être que Lee Whannell, il parodie ce cinéma-là en référençant Oui, ultimement. bah, c'est un Australien qui fait un film sur le peuple américain. Ils pourraient se foutre de leur gueule et juste dire qu'ils sont tellement bêtes pour pas le comprendre qu'on le fait. Ah, c'est pour ça que tu penses qu'il appuie ses messages et qu'il insiste. Mais bon. Pour moi, c'est pour ça qu'il appuie autant. On a quand même tous les gros classiques américains, et dont certains faits par des réels étrangers qui sont hyper appuyés dans ce film. Oui, mais ça parasite un peu le film, du coup. Par définition. C'est-à-dire qu'il décide de rendre son film parasité par son message. Bon, le public va peut-être pas me comprendre ou c'est une satire derrière. Tu vois, c'est assez méta en soi. Et du coup, il prend le risque d'un rejet total aussi. Hein. C'est d'un film méta par définition. Parce que le cinéma d'horreur actuellement devient de plus en plus méta. Et il l'a toujours été. Mais là, en ce Il a moment. toujours été, mais d'ailleurs, là, oui. Mais, c'est l'entre-deux. Non, là, c'est l'entre-deux la folie de Carpenter après, hein, si on veut. Hein, mais ça va au-delà. Carpenter est allé beaucoup plus loin. Et là, c'est pas aussi frontal, direct. Mais je sais pas, t'as l'impression, en disant cela, ce que tu viens de dire est intéressant. Lee Whannell, limite, accepte le sacrifice de son film. Oui, mais ça parle de ça. Le film te demande de quasiment te sacrifier pour tes enfants. Lee Whannell, il sacrifie son enfant pour lui. Ah oui, son enfant, son il bébé. engendre un film qu'il va sacrifier. Et ça veut dire qu'il incorporerait. Un film aussi gros, tu sacrifies une partie de toi. Et ce qui est terrible, c'est qu'il est un peu schizophrène, Lee Whannell, parce que là, il sacrifie cela en dénonçant une sorte de mal américain, et même peut-être à travers les références du cinéma, sur des œuvres qu'il adore, parce que je suis sûr qu'il adore Jurassic Park, qu'il adore La Mouche, qu'il adore Shining. Hein. C'est peut-être qu'il se dit, ces grands films-là, ils ont autant fait de bien au cinéma, parce qu'ils sont extraordinaires, que de mal par rapport au fait que les gens ne jurent que par ça aujourd'hui. Bah oui, mais à l'image du coup du père, on veut juste protéger ce qu'on aime. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc lui, il protège ce qu'il aime en directement les référençant, mais il essaye une mutation qui va de toute façon le mener à sa propre père, c'est-à-dire le film plutôt mal reçu, et le père, lui, qui meurt, parce qu'il n'y a plus d'échappatoire. Oui, mais ça marche. Et du coup, c'est marrant parce que indirectement, il y a aussi cette opposition où le fils, donc Blake devenu père, il tue son père, il le bouffe limite, hein, il lui bouffe la carotide.
C'est-à-dire qu'à un moment, il dit il faut apprendre à bouffer et tuer le père. Quoi. Oui, c'est Et- quand même plus acceptable que tuer la mère. Ouais. Parce que faire du freudien oedipien au cinéma, on n'a ouais. pas envie de voir ça. Du coup, c'est oedipien masculin. Il n'y a pas, y a pas tuer le père, je ne sais pas si dans la mythologie. Oui, mais du coup, ça fait un message contre le patriarcat. Ah oui, ça va avec. On va à l'encontre du message du père protecteur, du père toxique, pour vouloir reconstruire une Amérique. Malheureusement, en le bouffant, il digère les codes d'antan, et c'est lui qui doit mourir pour abreuver le territoire américain. Sauf qu'il accepte le sacrifice, lui. Alors, ce qui est terrible, c'est que d'emblée, il est contaminé par le père et tout. Il arrive là pour l'héritage récupéré parce que le père est déclaré mort, et c'est son père qui le mord ou qui le griffe, je sais pas, et qui le condamne à sa propre fin. Donc, à l'échec, de toute façon, qu'il ne pouvait pas protéger sa fille de son vivant à cause de son éducation. Mais, avant sa mort, il arrive quand même à empêcher sa fille et sa femme de mourir, et il accepte le sacrifice à la fin, apaisé. Très très belle scène en soi, c'est sa fille qui dit à sa mère vas-y, il attend que ça, tue-le quoi. Avec le fusil à l'américaine quand même, hein. C'est marrant parce que c'est l'arme, voilà, les guns américains qui oui, mais c'est pas la femme qui le tue. résolvent la situation. Mais est-ce que c'est une vraie résolution selon toi? Parce que toi, tu as une théorie sur la fin. Ah non, moi la fin, je la trouve horrible. Ouais. Et pas dans le sens négatif, hein, c'est que de un, quand elle le tue, qu'est-ce que te dit la caméra? C'est pas sa femme qui le tue, c'est quasiment la caméra et l'arme qui le tue. Il y a le point de vue. On en revient au point de vue aussi. Toutes les deux, seules en pleine montagne. C'est vrai, mais c'est une fin ambiguë parce qu'elles sont isolées. C'est ambigu, mais c'est une fin qui est deux êtres supposément innocents et sur lesquels on va jouer sur des codes pour dire qu'elles sont innocentes. Oui, mais elles sont perdues, certes. Elles sont perdues dans un territoire dangereux. Oui, mais il n'y a plus. Pour moi, les codes vont ressurgir et c'est elle qui va devenir forcément un loup voulant protéger sa fille. Oui, mais il n'y a plus de bêtes. Donc là, elles sont techniquement face à la nature apaisée aussi. Oui, mais une nature apaisée, il n'y a rien de plus terrifiant. C'est vrai que la fin, tu peux. D'ailleurs, c'est très intéressant. Il reprend en miroir le même plan qu'au début, père et fils. Là, c'est oui, parce que si ta nature, elle est dangereuse, il y a des gens qui sont là pour te protéger. Ouais. Mais c'est marrant parce qu'elles sortent aussi d'une sorte de cauchemar. C'est toute la dernière partie. Tu peux voir ça comme le petit chapeau en rouge. Hein. Sauf que là, le petit chapeau en rouge est avec sa mère, pas le chasseur. Parce elle a même un manteau rouge, la petite fille. J'ai pensé à ça. Hein. Et après, elles sortent de là. Mais elles vont aller où? C'est là, en fait, le message final, c'est attention. Voilà. Toute la route est possible, mais vous avez aussi toute la vie devant vous. Et peut-être que c'est le retour à la nature qui est la clé, mais on sait très bien, très probablement, que si on imagine le destin des personnages après, la mère va ramener sa fille à San Francisco, elle va reprendre son travail et puis basta, quoi. Enfin, basta, il va y avoir le trauma derrière, bien sûr, mais elle va reprendre sa vie d'habitude, hein, c'est sûr. Après, je pense pas forcément que toute la route est possible. J'irai plus loin, j'irai dire que toute route est possible. Il n'y a plus de route là où ils sont. C'est vrai, bah, et comme dirait le doc, là où on va, on n'a pas besoin de route. C'est ça, ouais. J'allais faire une référence à Zemeckis aussi, au passage. Ce qui me fait penser d'ailleurs que quand ils se mettent, elles se mettent à l'abri dans une sorte de cache en l'air, là c'est Jurassic Park 2, hein, le monde perdu. Donc, mais c'est vrai qu'il n'y a pas 5 minutes dans le film où tu ne penses pas à un autre film. Alors, on va pas revenir sur là où ils vont, oui, il n'y a pas besoin de route, mais surtout là où ils veulent aller. Ouais. C'est rentrer chez eux. Et c'est pas forcément reprendre un travail et tout, parce qu'une des phrases marquantes, c'est si tu protèges ton enfant, mais qu'à la fin, en le protégeant, tu lui laisses des traumas, tu vas rater ta vie. Ouais, puis tu as une ouverture où elles sortent d'un monde qui n'était pas vraiment le leur. Enfin, vivre dans cette situation-là, c'est un peu une fin à la Shyamalan aussi pour le village, hein, si tu cherches. Hein. Enfin, t'as ces tropes-là de réalisateurs qui parlent aussi de la société. Le cinéma parle de ça, de toute façon. C'est pas étonnant aussi qu'on voit des références. C'est que, au final, ce sont des auteurs qui ont conscience de certaines choses. Donc, oui, je parlais de postmodernisme et tout, mais est-ce que le cinéma n'est pas désormais condamné à l'ultra postmodernisme? Mais encore faut-il que ces autrices ou auteurs en fassent quelque chose et même explosent ces codes, comme le fait Coralie Farjad à la fin de The Substance d'ailleurs, qui est une fin très lynchienne. Rappelons-le, une fin très lynchienne. Hein. David Lynch qui avait beaucoup aimé, je crois, de Substance. Hein. Peut-être un des derniers films qu'il a vu. Donc, enfin, en nouveauté. La classe pour Coralie. Hein.
Ah bah oui, oui, c'est peut-être à vérifier, mais je me demande si c'est pas le dernier film qu'il a commenté avant sa disparition. En nouveauté, hein, je parle, sur les réseaux. Mais je l'ai pas vu reparler d'une autre nouveauté depuis. Donc voilà, c'est d'ailleurs en petite parenthèse que Le Mal américain a probablement aussi tué David Lynch, puisque c'est un peu à cause des feux à Mais Los c'est justement Angeles. de la faute des feux. C'est d'autant plus terrible, hein. Firewalk with me, mais bon, bref, t'as un destin là derrière quand même. Mais pour revenir pour conclure sur Wolfman, tu comprends, toi qui as toi peut-être l'un des plus positifs, en tout cas des gens que je connais sur le film, tu comprends que beaucoup de gens n'aiment pas ou trouvent ça moyen. Je comprends. Ouais, c'est pas facile Bah, d'accès. de facto, c'est dur à dire, mais c'est un peu radical. Ce qui est terrible, c'est que le paradoxe du film, c'est qu'il est à la fois assez lisible, hein, il n'y a vraiment aucun problème, mais il n'est pas facile à lire dans ses intentions, en fait, peut-être. Et Peut-être aller au-delà. Il faut aller au-delà et c'est pas facile. de Substance, bah après, que si j'adore un film d'horreur, évidemment qu'il va être détesté par tout le monde. Qui Ouais, va mais de être détesté Substance, par t'as eu beaucoup. beaucoup de gens qui ont aimé quand même. Hein. Attention. Oui, mais il y a pas mal de drabas dessus. Oui. Et donc je pense que bon, s'il y a des drabas sur Wolfman, bon, les gens ont juste des problèmes avec des bons films. Mais bon. Ça, c'est ta radicalité à toi. Voilà. Tu serais cinéaste, toi, tu pousserais les potards. Oh là là. Mais je suis cinéaste également. Voilà, ben voilà. Non, mais quand tu vas nous pondre un film, voilà, ton premier long métrage un jour, c'est sûr que peu de gens vont aimer, mais au moins, ça sera radical. C'est ça qui est bien. D'ailleurs, je pense à un truc. J'y repense maintenant. C'est fou, ça me revient là. Le film s'ouvre. Tu te rappelles sur quoi il s'ouvre, le film? Oui, Sur quoi? Vas-y. ils sont sur cette balade en forêt. Ah, mais avant, il y a une introduction, on voit des fourmis qui bouffent une abeille. Oui, Voilà. Bon, bah oui. ouais, Parce que c'est la classe ouvrière qui bouffe la reine. d'accord. Donc, c'est parce que c'est très étonnant comme intro, comme ça. Ah, mais Et après, j'ai vu de films d'horreur avec des plans sur les insectes. ouais. Ouais. Et j'ai oublié forcément lesquels c'était. Ouais. Mais c'est le genre de fourmis qui bouffent une abeille, c'est la classe ouvrière qui mange la reine. Il n'y a pas ça dans Revenge de Coralie Farja, non? J'ai un Oui, doute. Oui, voilà. je crois qu'il y a ça dans Revenge of Coralie. Il y a pas, peut-être pas avec des fourmis et des abeilles, mais il me semble qu'il y a un truc sur un insecte. Forcément avec des fourmis, parce que je crois qu'elle arrive dans un nid de fourmis quand elle tombe de la falaise. Ah oui. Je me semble que c'était les fourmis aussi. Ah, tu vois? Voilà. Mais bon, c'est vrai que oui, la fourmi qui bouffe l'abeille, c'est pas mal. C'est intéressant. Donc le film nous demande, en gros, Lee Whannell, il nous dit au début, eat the rich, eat the American, the American male. C'est un peu ça, peut-être. Non, mais voilà, je pense que c'est un film qu'il faut revoir aussi. Voilà, mais je suis persuadé quand même que il y a eu des coupes. C'est-à-dire qu'il a dû supprimer des scènes, il a dû simplifier des trucs. Voilà. Moi, ça me donne cette impression quand même. C'est un peu un film malade aussi, peut-être. Mais on peut pas faire un grand film s'il est pas malade. Oui. Après, il y a une forme. Oui, de toute façon, c'est un film. Je dirais même que c'est un film contaminé. Voilà. Lee Whannell, il a la fièvre et il nous emmène dans la gueule du loup. Après, c'est à nous d'en sortir. Tu vois, les deux personnages à la fin et tout, c'est à nous aussi de faire face à ce qu'on a vu. C'est pas facile. Hein. Les deux personnages à la fin, comme les deux personnages au début qui font face comme ça, en plus ils sont filmés de dos, c'est nous face à l'écran de cinéma aussi. Hein. Ça tient. Donc je pense que c'est un film. Alors du coup, beaucoup de gens vont dire, en nous écoutant, là, qui n'ont pas aimé le film, d'ailleurs n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé, beaucoup de gens vont dire, ouais, vous suranalysez, vous voyez, donc c'est un film de bandeur en fait. Non mais c'est sûr. Soit si on surinterprète, peut-être que Lee Whannell a voulu faire un film d'intello. Je pense pas. C'est pas un film d'intello. C'est un film qui essaye de réveiller aussi les consciences et de nous faire de nous faire voir les choses en face. C'est peut-être ça aussi l'idée. Et nous faire sentir les émotions. Parce que des fois, dans notre monde actuel et le monde global, les émotions sont de plus en plus étouffées. Et là, c'est un film qui met en avant la tragédie. Quand même. Les émotions, on les ressent dans le film, en soi. Oui. Mais c'est des émotions où on peut pas avoir de l'empathie ultime. C'est des émotions très primales. Ouais. Il n'y a pas forcément de nuance dans l'émotion, il y a de la nuance dans la caméra, il y a de la nuance dans l'écriture, mais pas dans l'émotion. C'est que de la colère. C'est la colère et de la profonde tristesse et de la souffrance. Il y a des idées de mise en scène, dans le sens où quand la caméra, c'est son petit travelling un peu là d'un personnage à l'autre pour les points de vue, c'est très intéressant ça. C'est un geste qui paraît simple, avec la transition vers le point de vue de l'autre, par exemple, qui crescendo par rapport à la mutation. Ça paraît simple comme ça, mais je ne l'ai pas vu souvent au cinéma. Donc ça, c'est intéressant à voir ça. Mais je pense que c'est là où ça aurait dû être plus radical.
Ça aurait pu aller encore plus loin, vraiment. À un moment, ouais, on aurait pu avoir le film du point de vue à un moment de celui qui est en train de devenir le loup, avec des images de plus en plus expérimentales. On aurait pu avoir ça aussi. J'aurais tellement aimé que le film devienne littéralement blue. Et qui, en plus, il comprend pas les personnages en face, donc une sorte de charabia qu'on comprend pas. Ça aurait été très, très expérimental. Ça aurait été expé de fou, mais ça aurait été géant. Vera Le Setacool film devienne juste un écran bleu. Happy Chaplon, Vera Setacool aurait peut-être osé, d'une certaine façon. Peut-être qu'il y a une influence Vera Setacool sur ces moments-là, d'ailleurs, tiens, d'expérimentation. Je sais pas. Bah, David Lynch l'aurait fait. Ah oui. Oui. Là, on est vraiment dans. Ouais, on était dans une sorte de Blue Lodge. Avec rappelle que le bleu, hein, chez David Lynch, de toute façon, c'est le passage vers l'ailleurs. Hein. Rappelez-vous, la clé bleue dans Mulholland Drive, hein, entre autres. Voilà. Ou alors juste le velours bleu. Ouais, oui, le fameux Blue Velvet, en effet. Ah, mais de toute façon, Blue Velvet annonce pratiquement. Annonce. C'est le premier film purement lynchien au-delà du Eraserhead, hein, parce que Eraserhead, c'est déjà du. Eraserhead, quand on y pense, c'est le lynchien ultime dès le premier film. Avec Inland Empire qui boucle la boucle. Mais je pense qu'un jour sur la 7ème illusion, on va en reparler là de tout ça. On a trop envie. Mais voilà. Je sais pas si tu as autre chose à rajouter sur Wolfman, du coup, pour conclure la conclusion. Non, ça me va très bien. Bah, écoute, on espère que les gens iront le voir en salle quand même. Voilà. Ben, allez le voir, c'est vraiment bien. Et puis, allez voir Mémoire d'un escargot aussi. Et puis, allez voir le petit Caught by the Tides. Oui, Les Feux Sauvages en version française, ouais. Il y a beaucoup de très bons films en ce début d'année, de toute façon. Je rajouterai Baby Girl aussi, qui a beaucoup d'intérêt. Et même si on n'a pas le temps peut-être d'en parler sur la chaîne là, de ces 3 films là, dont on vient de parler, ça ne nous empêche pas, enfin on ne sait pas, peut-être qu'il y aura des surprises, mais ça ne nous empêche pas de vous les conseiller. Voilà. Et d'aller voir le Almodovar aussi, même si je sais que toi non. Et Bird, toi non plus. Toi, Bird et Almodovar, là, ça t'a pas plu. Mais bon. Il en faut pour tout le monde du cinéma aussi. Il en faut pour tout le monde, oui. Et bizarrement, je suis pas dans le tout le monde. Il y a pas beaucoup dans tout le monde. Mais qui est tout le monde? C'est ça la vraie question. Bon, bah, je crois qu'on peut dire au revoir. Hein. Bah, au revoir. Et à bientôt, parce que cette émission vous propose. D'ailleurs, je crois que si on ne se trompe pas, on a un nouveau visuel là sur cette miniature. Donc voilà. Peut-être. On sait pas. Je pense. Hein. Voilà. Mais bon, si c'est pas le cas, ça veut dire qu'on l'a pas validé. Mais si c'est le cas, ça veut dire que vous voyez qu'on bosse aussi un petit peu sur notre truc pour vous proposer de nouveaux horizons, tout en restant nous-mêmes. Hein. C'est pas parce que voilà, nous aussi on est en mutation quelque part. Hein. C'est la mutation, elle est perpétuelle de toute façon. Toujours se remettre en question, tout en continuant d'être ce qu'on est, en progressant. C'est ça le principal. À l'image de beaucoup de cinéastes qui avancent ainsi dans leur carrière. Et c'est ça le plus important. Voilà. Oh, c'était très méta tout ça. C'est du méta de méta là. Vraiment, je crois qu'on est dans le métaverse ici. C'est ça. C'est très puissant. Et là, on va encore dire qu'on est des bandeurs. Hein. Voilà. Non, mais bon. On s'auto-plaisante aussi là-dessus. En tout cas, on vous dit à très très bientôt pour plein d'autres émissions et plein d'autres choses. Et merci de votre fidélité. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce Wolfman aussi, bien sûr. On attend votre avis. Et on est prêt à découdre avec vous en commentaire. Voilà. On prépare les grandes box. C'est parfait. C'est prêt. Allez, ciao, ciao. Ciao.